Bonjour, donc c'est dur de se parler de l'animation d'une situation problème. Je recommence, c'est dur de se parler d'animer en mathématiques sans se parler de situation problème, parce que la situation problème revêt une importance particulière, parce qu'on a une de nos compétences qui porte son nom, puis aussi parce qu'au niveau du temps qu'on consacre à la situation problème, c'est tout de même considérable. Hein? Lorsque on veut travailler la situation problème avec les élèves là, de tradition, des fois on peut bloquer 2 heures, parfois 3, parfois 4. Donc, je pense que c'est important qu'on s'attarde à la situation problème. Dans ce vidéo, on va voir c'est quoi une situation problème en 2020 parce que vous allez voir que la conception depuis l'apparition du PFEQ, la conception a un peu changé si on veut. Ensuite, on va regarder où elle se situe plutôt par rapport à nos deux compétences. Parce que comme je l'ai dit, on a tout de même une compétence qui porte son nom. Donc, on va regarder ça. Puis enfin, on va regarder est-ce qu'on a plusieurs façons de faire une situation problème ou en fait, on a un modèle là, dans lequel il faut se cantonner. Donc, avec les questions qu'on se pose, là, vous comprenez que la vidéo devra probablement prendre autour d'une dizaine de minutes. Donc, commençons tout de suite avec qu'est-ce que c'est une situation problème. Une situation problème, c'est un but à atteindre, c'est une tâche à réaliser ou c'est une solution à trouver. Comme par exemple, je pourrais penser élaborer un budget pour les dépenses encourues avec ma famille pour aller au village vacances Valcartier. Puis je pourrais peut-être même voir si on a le budget nécessaire pour prendre une journée ou deux en camping ou à l'hôtel selon la saison puis le budget. Je pourrais aussi penser devoir acheter des nouveaux meubles pour une chambre d'enfant parce que là, l'arrivée d'un nouveau bébé fait que on va peut-être prendre les meubles plus enfantins du plus vieux pour les donner à la plus jeune, puis là, au bébé. Puis là, ben, on a à voir, on regarde les dimensions de la pièce puis des différentes possibilités de mobilier, qu'est-ce qu'on va privilégier. Ou encore, on pourrait penser qu'on s'en va dans un camp de vacances bientôt, qu'on a apporté des combinaisons de vêtements différentes à chaque jour, puis qu'on a une garde-robe déjà d'été avec des vêtements qui font encore, mais il va falloir penser à en acheter d'autres, puis on a un budget limité, puis on peut pas non plus apporter autant de pièces de vêtements qu'on le souhaite parce que les valises seront trop lourdes. Donc là, on a une solution à trouver pour qu'on soit capable de se vêtir convenablement puis de respecter certaines contraintes. Donc, vous voyez que je vous ai donné des exemples avec des contraintes qui sont quand même, je recommence, avec un contexte qui est quand même fort, qui nous amène des contraintes. Ça va être un aspect important dans une situation problème. Il faut avoir un contexte qui est bien présent. Puis quand plus le contexte va être près de la vie de l'élève, plus il va être porté à s'engager. C'est certain, vous le savez déjà probablement. C'est quelque chose qui va être fort puis qui va être intéressant aussi pour vous parce que les élèves, étant plus engagés, vont être aussi plus actifs probablement dans leur réflexion. Puis justement, parlant de réflexion, la situation problème est un exercice où on va chercher à placer les élèves en réflexion puis où on va chercher à les placer dans une posture de chercheur. De chercheur, puis aussi dans une posture de créativité. Parce que c'est ça qu'on va venir rechercher. On va aller voir, là je dis beaucoup rechercher, mais en fait, ce qu'on va souhaiter, c'est de voir avec les élèves s'ils vont être capables de trouver des stratégies qu'on n'avait pas vraiment abordées en classe ou des stratégies qu'on a abordées en classe, mais dans un nouveau contexte, puis ils vont être capables de les amener un peu plus loin pour résoudre leur situation problème. Donc, on cherche à offrir une situation problème où plusieurs façons de la résoudre vont être possibles. Donc, plus il va y avoir de façons de la résoudre, plus on va aller chercher le côté là, de la créativité chez nos élèves. Puis on veut les placer en position de chercheur parce que la démarche puis la réponse apparaît pas d'emblée. Donc, on veut vraiment qu'ils se mettent dans une posture un peu comme lorsqu'on fait des énigmes. Donc ça va faire partie des aspects importants de notre situation problème, des aspects que doit susciter notre problème. Donc si on a un problème devant nous, puis finalement on se rend compte que les élèves cherchent pas vraiment, qu'on a une ou deux stratégies dans la classe, pas vraiment d'autres choses, puis qu'il n'y avait pas vraiment non plus lieu de penser à d'autres stratégies, peut-être que ce problème-là, je veux pas dire qu'il est pas pertinent, mais peut-être que ce problème-là ne répond pas aux critères d'une situation problème, puis il va tout simplement répondre aux critères d'une situation d'application ou d'une situation de maîtrise, puis c'est correct, ça en prend. Mais là, on est en train de faire une activité, si on veut, où on est en train de placer les définitions puis les concepts. Donc, on va rechercher dans une situation problème que la stratégie, la résolution puis la réponse n'apparaissent pas d'emblée aux élèves. Aussi, on va chercher à ce que ce soit un contexte qui est inédit, donc que l'enfant n'ait pas vraiment pratiqué. Donc, si je reprends l'idée de la chambre, si je leur demande cette semaine de regarder les dimensions de ma chambre avec
le ou les mobiliers que je souhaite acheter. Donc, les diverses bases de lit, les diverses tables de chevet, les diverses commodes. Puis là, on fait ça ensemble, puis que la semaine d'après, je leur demande de refaire l'exercice, mais avec leur propre chambre, ben là, la deuxième fois, je suis pas dans une situation problème. Puis la première, ben c'est à voir jusqu'à quel point j'ai modélisé, puis à quel point j'ai guidé. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que quand on redemande une deuxième fois la même chose, puis là, je suis même pas dans est-ce qu'on l'évalue ou on l'évalue pas, je suis vraiment juste dans le fait que l'enfant pourra pas déployer vraiment ben de créativité, pourra pas non plus venir chercher des stratégies puis les appliquer dans un cadre ou un contexte différent parce qu'il l'a fait il y a une semaine. Fait qu'il va probablement reproduire ce qui a été fait en classe puis ce qui était gagnant. Fait que là, ben notre activité, encore une fois, je suis pas en train de dire qu'elle est pas pertinente, mais je suis en train de dire qu'elle ne répond pas à l'intention de faire une situation problème. Puis enfin, ben le produit que va donner notre situation problème, ben il doit être inattendu. Pas inattendu, excusez-moi, il doit pas avoir été présenté antérieurement. Donc, ça veut dire que si ma situation problème, puis là, je me coupe un peu l'herbe sous le pied, là, mais si ma situation problème, c'est une œuvre d'art, ben, je devrais pas présenter, déjà, avant que les élèves commencent, présenter le résultat attendu à la fin. Parce que là, je viens encore comme suggérer une réflexion mathématique, je viens suggérer un raisonnement, alors que dans cette compétence-là, on veut justement voir comment ils vont s'y prendre, puis on veut leur laisser tout le champ libre au niveau des stratégies puis de la créativité. Fait que c'est pour ça que généralement, on ne montrera pas le produit final quand le produit est quelque chose qui peut se montrer. Là, je vais revenir en arrière, parce que je me rends compte que j'ai oublié un aspect, qui est là où on voit 1, 2, 3, la quatrième puce où on dit décodage, modélisation, vérification, validation. Donc, je vais revenir plus tard dans la présentation. Fait que je vais poursuivre. Je sais là que je l'ai oublié, puis je vais revenir là, dans quelques acétates. Donc ça, je l'ai vu avec vous. Donc là, ben c'est pour ça que je me coupais un peu l'herbe sous le pied. Est-ce qu'il existe un seul modèle de situation problème? Ben non, il y en existe plusieurs. On en connaît un qu'on appelle le modèle de contrainte, qui est celui là quand vous faites imprimer sur le site des maths du centre de service, quand vous faites imprimer le document de référence avec le cahier d'élèves. Puis là, souvent, vous avez des balises de correction, puis les grilles qui viennent avec, là. Mais ça, c'est une situation problème de contrainte. Puis, dans le fond, ce qui la caractérise, c'est que ce qui joue sur le niveau de difficulté de cette situation problème-là, c'est les contraintes. Fait que c'est pour ça que dans ce genre de situation problème-là, on va souvent multiplier le nombre de contraintes, puis on va aussi souvent venir choisir plusieurs domaines mathématiques pour essayer là, de donner une situation de problème vraiment complète. Mais il existe d'autres types de situations de problème qu'on va venir aborder plus tard dans la formation. Ça pourrait être, là, je vous en nomme rapidement, on pourrait penser à une tâche de programmation à saveur mathématique. On pourrait même peut-être penser à interdisciplinarité. Minecraft Éducation donne vraiment un terrain de jeu intéressant là, pour lier parfois l'univers social avec les mathématiques. On a aussi des belles activités en programmation. Ensuite, on pourrait penser à un projet d'art plastique en lien à saveur mathématique. Là, en lien avec ce qu'on est en train de faire, si c'est pertinent. On pourrait penser à un maths en 3 temps. On pourrait penser à une discussion autour d'une photo mathématique avec une question, un enjeu mathématique, puis écouter les élèves venir nous expliquer leur raisonnement et comment ils feraient pour trouver la réponse, ou encore carrément leur demander de le faire. Ensuite, on pourrait penser, notre bonne vieille situation de contrainte. On pourrait penser, mon Dieu, je pense que j'ai fait le tour rapidement comme ça. Je pense que je vous en ai dit quand même pas mal. Ce qui est important là-dedans, je vais probablement y revenir souvent pendant la formation, c'est que je trouverais ça vraiment dommage de jeter le bébé avec l'eau du bain. On a de bonnes situations de contrainte. Il y a pas juste ça dans la vie, là, on se le dit, mais ce serait dommage d'arrêter d'en faire. Le ministère a choisi le modèle de situation de contrainte. Par exemple, il n'y a rien qui l'oblige à poursuivre dans cette veine-là. Il pourrait très bien arriver avec un autre type de situation problème. Mais ce qui est important là-dedans, je pense, c'est de viser l'équilibre, puis de donner à nos élèves ce dont ils ont besoin. Donc, si ça va bien avec la situation de contrainte, peut-être qu'on peut aller chercher un autre type de situation problème. Puis, si on se rend compte qu'au niveau de la situation problème, au global, on a beaucoup de travail à faire, là, on va se donner les coups des franches pour aller chercher plusieurs types
de situations pour aller chercher, susciter la créativité puis essayer là de garnir leur sac de stratégie. Donc, je vais fermer cette parenthèse-là parce que je vais la rouvrir plus tard dans une autre vidéo, mais il existe plusieurs modèles de situations problèmes. Je présente un apron qui a été pas promu, mais qui a été fait par le comité des programmes du ministère de l'Éducation. Celui-là a été fait par le comité des programmes de mathématiques. Et puis, bien que c'est un apron fort intéressant à plusieurs égards, j'aimerais attirer votre attention, là, pour rester dans notre sujet, à la colonne de gauche, le deuxième paragraphe, celui qui commence par la distinction. Puis là, c'est peut-être petit. Fait que je vous l'ai mis sur la diapositive suivante. On va aller le lire ensemble. Oups là, excusez-moi, j'ai pas pesé sur le bon bouton. OK. Donc, la distinction entre les trois compétences est essentiellement une question d'accent mis sur différentes facettes de l'exercice de la pensée mathématique. Fait que là, je vais vous laisser un bon 10 secondes pour relire ce qui est écrit là, puis on va s'en parler dans quelques secondes. Donc, on se souvient qu'on a trois compétences en mathématiques. On a résoudre, raisonner, puis communiquer. Dans le fond, ce que ça nous dit, c'est que parfois, on a le réflexe que la tâche vienne déterminer dans quelle compétence on travaille. Si je retourne dans mes années d'enseignement, c'est vraiment arrivé souvent que je me disais, aujourd'hui, je travaille la situation problème, je travaille en C1, donc je vais venir faire une situation problème de contrainte. Mais là, ce que cette nuance-là vient dire, c'est qu'en fait, c'est plutôt notre intention pédagogique derrière la tâche qu'on va proposer qui va venir nous dicter qu'est-ce qu'on est en train de travailler. Donc, ce serait possible de faire une situation problème dans notre deuxième compétence pour regarder comment les élèves se débrouillent vraiment au niveau mathématique, puis qu'on porte pas vraiment, qu'on porte moins attention aux stratégies de résolution de problèmes, puis à la compréhension. Puis l'inverse est aussi vrai. Je pourrais donner ma situation problème, puis venir porter vraiment beaucoup mon regard sur comment les élèves s'y prennent, sur leur stratégie. Donc, mon intention pédagogique est vraiment de travailler ma C1. Puis c'est sûr que je vais tenir compte de l'efficacité des calculs. C'est sûr que je vais tenir compte de comment il a mobilisé les concepts, les contraintes. Mais mon intention de travail, mon intention d'enseignement va être soit au niveau de la C1 ou au niveau de la C2 de façon vraiment majoritaire. Mon accent va être mis là, mon focus. Donc ça, c'est une nuance qui est importante parce que ça nous donne la possibilité, si on veut travailler notre compétence 1 de façon un peu plus soutenue parce qu'on se rend compte que c'est ce dont nos élèves ont besoin, on peut la travailler de diverses façons sans nécessairement toujours bloquer 2 à 3 heures puis des fois 4 avec la situation de problème. Ça veut dire que pour certains problèmes qui vont être difficiles ou certains problèmes qui vont nous permettre une interdisciplinarité, donc qui vont me permettre de gagner du temps au niveau de mes autres matières, ces activités-là qui vont peut-être me prendre 1 heure vont quand même me permettre d'atteindre mon but que de travailler ma compétence 1. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est une nuance qui est importante, puis je suis consciente que c'est une nuance qui peut être déstabilisante, puis je pense que c'est sorti en mai 2020. Je pense que de l'avoir en tête, puis tranquillement d'être alerte sur comment on se positionne quand on enseigne, sur notre intention, puis sur le dialogue qu'on a avec les élèves par rapport à certaines tâches mathématiques, tranquillement va nous aider au fil du temps pendant l'année à être capable de venir faire cette distinction-là, puis faire cette nuance-là. Puis aussi dans certains matériels, certains cahiers ou au fil de notre expérience, des problèmes qu'on aurait accumulés sont courts, mais sont très difficiles. Des fois, tu sais, je m'entends, puis j'entends de mes collègues à l'école où j'étais dire « Ah oui, ça c'est un beau problème ». Mais c'est pas parce que il fait pas 8 pages, puis qu'il est pas accompagné de balises, de grilles, puis d'un document d'élève que ça peut pas prétendre être une situation problème. Donc, il y a ça, tu sais, parfois, il faut peut-être analyser les tâches qu'on a ou qu'on nous propose au regard de ce qu'est une situation problème, puis peut-être que c'en est des très belles qui valent la peine d'être vécues, puis que même si elles sont pas dans le cadre qu'on connaît, auquel on est habitué, elles méritent quand même qu'on s'y attarde. Donc, je veux vraiment juste éveiller les pensées, puis qu'on ait cette vigilance-là. Puis, si jamais des interrogations subsistent,
appelez-moi, écrivez-moi, envoyez-moi des captures d'écran, puis on peut en discuter, puis on peut regarder ça ensemble. Il y a vraiment aucun problème. Mais qu'est-ce que je regarde quand je veux travailler ma situation problème? En fait, puis c'est là où je reviens à ce que j'avais oublié tantôt, en fait, je vais regarder si l'enfant est capable de décoder les éléments de la situation problème. Puis qu'est-ce que ça veut dire décoder? Ça veut dire est-ce que l'enfant est capable d'aller chercher ce qui est pertinent dans le problème? Au premier cycle, même s'il n'y a pas beaucoup de mots, puis qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres, puis que toutes les données sont importantes, on dirait que les élèves ont de la misère parfois à venir discriminer ce qui est important. Fait que ça fait partie de l'apprentissage qu'ils ont à faire. Puis quand on est en train de travailler, puis qu'on est en train de modéliser avec eux au tableau, puis qu'on leur montre que ça va être important, on est en train de les entraîner à décoder. En 6e année, même s'ils sont rendus meilleurs, on a parfois des données superflues. Dans les situations de problèmes de contrainte, on a vraiment une tonne de données. Fait que des fois, juste la gestion de ces données-là, puis de voir aussi c'est quand qu'ils vont entrer en scène, va faire partie des apprentissages à faire. Quand les données entrent en scène, va faire partie, je croirais, de la modélisation de la situation problème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire modéliser une situation problème? Là, c'est de mettre en équation, c'est de traduire dans un langage mathématique ma situation problème ou ma résolution de problème. Donc, si je donne un exemple vraiment simpliste, parce que là, on est à l'oral comme ça, mais si je donne un exemple simpliste, lundi, j'ai 30 bonbons, mardi, j'en achète 15 au dépanneur, combien j'en aurai mardi? J'en aurai 30 plus 15. Donc, je viens de modéliser cette situation-là en langage mathématique. Je viens de raconter cette histoire-là, si on veut. Donc, modéliser, c'est d'être capable de transformer en langage mathématique la situation problème, puis de voir aussi la résonance que chaque donnée a, puis que chaque contrainte a dans ma stratégie, puis dans ma démarche. Ensuite, appliquer différentes stratégies en vue d'élaborer une solution. Là, je suis certaine que vous avez des élèves qui vous viennent en tête, les élèves qu'on dirait qu'on les a pris de court, aussitôt qu'ils ont vu le document, qu'ils ont vu l'ampleur du problème, ils savent pas par quel bout prendre ça, puis ils gèlent, puis on a l'impression que si on n'était pas là, ils resteraient devant une page blanche probablement pendant 2 heures, puis qu'il faut venir donner la bougie d'allumage, là, puis là, qu'une fois la bougie d'allumage est donnée, on est parti, peut-être que ces élèves-là, au niveau des stratégies de compréhension, ça fait défaut. Fait que, c'est de voir avec les élèves, est-ce qu'on a différentes stratégies pour que, face à l'ensemble des problèmes, je sois capable de me mettre en mouvement, puis au moins d'être dans une dynamique de recherche, d'essai-d'erreur, puis d'être dans une dynamique de questionnement. Valider la solution, on sait de plus en plus que l'enfant en mathématiques validera pas à la fin. Puis probablement comme moi, dans votre expérience enseignante, vous avez probablement vu qu'à la fin, là, souvent on est tanné, on remet ça à l'enseignante, puis c'est fini, là. Puis en fait, on se rend compte que les élèves vont souvent reviser au fur et à mesure. Puis ce qu'on s'attend dans notre compétence, c'est que les enfants soient capables de revenir voir ma contrainte. De quoi fallait que je tienne compte? Donc, c'est quoi la grosseur du meuble que j'ai choisi? Combien de meubles donc faut que je prenne? Est-ce que c'était vraiment 2323? Parce que là, des fois, j'écris de la façon que j'écris mon 2, des fois mon 2 devient un 3 ou mon 3 devient un 5. Fait que c'est de venir se reviser puis de faire ce balancier-là pendant toute la situation problème. Ça, souvent, quand on les voit travailler, on est capable d'observer s'ils le font, puis je vous invite à l'observer. C'est pas parce qu'on l'a pas observé dans le travail X, tout le monde en même temps, que vos observations sont pas légitimes. Si on voit que l'enfant le fait au cours de l'étape, puis il le fait suffisamment régulièrement pour qu'on puisse dire oui, cet enfant-là se valide à intervalles relativement réguliers, puis quand il y en a besoin, on peut considérer que cet enfant-là est capable de le faire. Ensuite, partager l'information relative à sa solution, c'est ce que l'enfant va être capable, finalement, au terme de toute cette démarche-là, de venir donner sa solution. Est-ce qu'il va être capable de me dire si les meubles qu'il a choisis, c'est une bonne idée? Est-ce qu'on va être capable de me dire combien de vêtements j'aurais besoin pour aller au camp? Ou est-ce qu'on va être capable de me dire si je peux me payer, finalement, 2 nuits à l'hôtel au village vacances ou il faut oublier le projet puis on va revenir dormir à la maison? C'est comme, ça fait partie de ça, partager l'information relative à la solution. Ça, ça peut se faire à l'oral quand on est en contexte d'apprentissage. Ça peut se faire comme ça à l'oral, ça peut se faire en équipe. C'est des moments qui sont riches quand notre situation problème était à ce point large, à ce point ouverte, qu'on a eu plusieurs démarches dans la classe. Les enfants vont être intéressés d'entendre comment les autres s'y sont pris. Parfois même, ils vont être amusés de voir les détours que certains ont pris ou l'efficacité de d'autres. Ils
vont être impressionnés, puis généralement, c'est une activité qui porte fruit. Par contre, elle porte fruit quand la situation problème était assez costaude pour représenter un réel défi ou que on n'était pas dans une suite de calculs. Donc là, tu sais, ce que je vous ai dit, ça fonctionne bien avec des maths en 3 temps avant de donner la réponse. Ça fonctionne bien avec une conversation autour du nombre ou avec une photo mathématique. Ça fonctionne pas très bien avec les situations de problèmes de contraintes. Généralement, les élèves se démotivent quand on revise au tableau avec eux ou qu'on regarde les principales erreurs, on les perd. Surtout qu'ils ont fini, ben, tu sais, l'exercice devient un peu stérile, là. Fait qu'on essaie de le faire pour partager l'information avant qu'ils sachent s'ils ont la bonne solution ou pas, puis peut-être même quand ils n'ont pas tout à fait terminé pour leur donner, là, ce que ça prend pour finir. Donc, en conclusion, je peux utiliser une situation problème autant en C1 puis autant en C2. Excusez-moi. Ce qui va venir différencier là où je suis, c'est pas le travail, dans quelle compétence je suis, c'est pas le travail que je donnerai, mais c'est mon intention pédagogique, puis qu'est-ce que je vais vouloir observer chez mes élèves, qui vont me dire si je suis en train de travailler ma situation problème, ou qui me dira si je suis en train, au contraire, de travailler ma situation, ma compétence 2, si je suis en train de voir le raisonnement à l'aide de concepts et de processus mathématiques. Donc, c'est pour cette raison-là que je voulais absolument qu'on se parle de la situation problème, puis que je vous avais dit d'entrée de jeu que depuis la création du programme, la notion de situation problème a évolué. Puis, je pense qu'il faut voir en mathématiques la situation problème un peu comme on la voit en univers social ou un peu comme on la voit en sciences. On a la compétence résoudre des problèmes d'ordre scientifique, puis en univers social, de plus en plus, on voit les points positifs d'une approche par la résolution de problèmes. Ben, il faut voir là un problème mathématique ou un problème avec une forte résonance mathématique, puis il faut voir comment les élèves se débrouillent, puis les laisser aussi la possibilité de venir vraiment faire preuve de créativité, puis vraiment essayer de multiples façons. Puis je suis intimement convaincue que animer une situation problème peut être vraiment une activité chouette. On va d'ailleurs poursuivre dans ce sens-là au cours de la formation. Donc, justement, notre prochain pas, ce sera de voir comment on va animer une situation problème, autant la situation problème classique, parce que je vous répète qu'on veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, donc autant la situation problème de contrainte qu'on est habitué de voir, comment je fais pour l'animer dans un contexte évaluatif ou dans un contexte d'apprentissage, puis comment aussi je peux faire, si je veux éclater la formule puis aller chercher une situation problème un peu plus différente, ben comment je vais faire pour l'animer, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.